Jetons un œil maintenant à l'application territoriale, puisque le territoire sur lequel va s'appliquer l'impôt sur les sociétés correspond au territoire métropolitain qui va être constitué de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse. Ainsi, le territoire français comprend le territoire métropolitain constitué de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse. Le territoire français va aussi comprendre les départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte. Ainsi, tous ces îles tous ces départements seront imposés à l'IS. Attention, ça diffère de la territorialité de la TVA. Ne confondez pas les deux. Et enfin, à l'inverse aussi de la territorialité de la TVA, si vous vous en rappelez, eh bien la principauté de Monaco ne sera pas intégrée au territoire français. Donc attention, Monaco ne fait pas partie du territoire français concernant l'IS. Ainsi, des bénéfices qui sont réalisés dans les entreprises exploitées en France seront imposés à l'IS français. Vous aurez aussi des situations où vous avez des bénéfices qui vont être attribués à la France en vertu d'une convention internationale pour éviter les doubles impositions. C'est-à-dire que la France a signé de nombreuses conventions fiscales avec d'autres pays, et ces conventions définissent le lieu d'imposition lorsqu'il y a des difficultés à définir ce lieu d'imposition. Vous avez aussi des sociétés étrangères qui sont imposables à l'IS français sur les profits tirés de leurs entreprises exploitées en France. Donc, elles sont étrangères, mais elles travaillent en France et donc elles seront imposées en France. Et à l'inverse, vous aurez des bénéfices qui seront réalisés par des sociétés françaises à l'étranger et qui ne seront pas soumis à l'IS français, même si leur comptabilité est tenue en France ou même si elles rejoignent un établissement principal qui est en France. Mais ça, on va le voir dans quelques minutes. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Fed Mouadib, je suis professeur en DCG, en fiscalité, comptabilité approfondie. J'ai fait une formation que vous retrouverez sur 0 en compta, où vous retrouverez l'intégralité du programme. C'est-à-dire, nous avons fait en sorte de, ici, vous faire un programme aux petits oignons dédié à la réussite et à la validation de votre DCG UE4. Je suis professeur, je vois énormément d'étudiants qui font le DCG et qui le préparent. Et on a fait en sorte de vous faire un cours spécifique, des exercices dédiés à l'examen. Et vous retrouvez aussi, bien sûr, une multitude de vidéos où vous pourrez comprendre les différentes notions. Donc, vous avez bien sûr un support de cours. Vous retrouvez aussi des vidéos sur l'espace de formation. Vous retrouvez des exercices qui sont dédiés à l'examen, qui sont orientés examen, leur corriger et différents lives sur lesquels vous pourrez vous entraîner. Et enfin, on a fait un petit groupe WhatsApp où vous pouvez nous poser directement vos questions. C'est un groupe privé où vous pouvez poser toutes questions que vous avez qui concernent la matière et on tâche de vous répondre sous 48 heures. Je vous souhaite à tous une très bonne préparation. Jetons un œil à l'exercice habituel d'une activité commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est ça qui va faire qu'une entité va être imposée ici ou ailleurs, en France ou dans un autre pays. C'est cet exercice habituel d'une activité commerciale et il faudra qu'on soit dans l'une des 3 situations suivantes. La première, c'est l'établissement stable. C'est donc une installation qui va avoir un caractère de permanence et d'autonomie. Cet établissement stable va rester, il est autonome et il travaille sur place. Nous avons donc ici un établissement stable en France qui s'occupe de gérer les ventes, la fabrication ou tout autre élément, alors que la société, par exemple, est allemande. Donc, cet établissement stable fait qu'il y a un exercice habituel d'une activité commerciale en France et donc on sera imposé en France. Deuxième possibilité, c'est la réalisation d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant. Ce représentant, il est considéré comme un préposé qui agit pour le compte de l'entreprise et donc son installation sur le territoire en France est bien fait qu'il y a un exercice habituel d'une activité commerciale. Et donc, on sera imposé en France, même si la société est étrangère. Et une troisième situation, si on n'arrive pas à déterminer l'exercice habituel avec les 2 premiers cas, eh bien, c'est la réalisation d'opérations qui forment un cycle commercial complet qui se détache des autres opérations de l'entreprise.
Un cycle commercial complet, c'est un cycle qui comprend le financement, les décisions, la fabrication, la livraison et l'achat. Ainsi, ce cycle commercial, il doit être détachable. Je suis une entreprise dans l'informatique, j'ai un cycle commercial complet qui concerne le service après-vente réalisé sur le territoire français alors que je suis une société américaine. Eh bien, s'il y a un cycle commercial complet, c'est-à-dire qu'il y a bien le centre de décision en France, le centre de financement aussi, c'est-à-dire d'où on paye, et qu'il y a bien aussi justement les clients et la réponse aux clients en France, eh bien, c'est un cycle commercial qui est complet et donc détachable des autres cycles de l'entreprise et qui va caractériser finalement l'exercice habituel d'une activité commerciale en France. On peut illustrer avec un exemple qui permet de comprendre la notion de cycle commercial complet, notamment avec une société française qui avait acheté des vins en Afrique du Nord et qui les a livrés dans un autre État d'Afrique et qui estimait que tout le cycle commercial s'était déroulé à l'étranger. Eh bien, le Conseil d'État avait jugé en 1979 que les bénéfices étaient imposables en France, pour une simple et bonne raison, car les opérations étaient dirigées depuis le siège de la société en France et les règlements financiers étaient décidés ou réalisés depuis le siège. Et donc, on voit que le cycle commercial complet, il n'est pas intégral. Et donc, le Conseil d'État a fait en sorte que finalement, la société soit imposée à l'IS français, puisque on avait les décisions et on avait les règlements qui étaient pris depuis Paris. Vous comprenez que ici, on fera attention aux petites subtilités. Bien entendu, à l'examen du DCG, on n'ira pas forcément aussi loin, même si le bulletin officiel intègre ces notions. C'est pour cela que je vous les présente, puisque vous devez maîtriser cela. Mais à l'examen, vous n'êtes pas forcément interrogé sur des notions aussi complexes. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça n'est pas perdu, puisque vous devez maîtriser cela pour le DSCG, puisqu'on travaillera beaucoup sur ces notions-là, notamment l'exercice habituel d'une activité commerciale. Alors, on vient de parler d'établissements stables, ce qui va nous amener à se questionner sur les deux types d'établissements stables que nous rencontrons en France, ou partout en tout cas, c'est-à-dire les succursales et les filiales. Alors, les succursales n'ont aucune autonomie juridique, ce qui signifie ici qu'elles n'ont pas d'opérations qui sont enregistrées dans leur propre comptabilité. Une succursale, en fait, ça s'apparente à un établissement secondaire. Si vous êtes à l'école, en général, vous avez l'établissement principal qui est le siège et qui a les bureaux, notamment administratifs. On retrouvera le directeur ou la directrice, on retrouvera les admins en général et des salles de classe, donc l'établissement principal. Et on aura, dans un deuxième temps, justement un deuxième établissement qui est souvent juste à côté, que quelques mètres à côté, et qui est un deuxième établissement. C'est donc un établissement secondaire et on peut en avoir autant que l'on souhaite. Cet établissement secondaire, c'est un établissement qui n'aura donc pas son autonomie juridique, qui n'aura pas sa propre comptabilité, puisque la comptabilité de cet établissement est rattachée à l'établissement principal. C'est lui qui enregistre les opérations. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remonter les bénéfices à la société principale si elle est imposée en France, puisqu'ils ont déjà été comptabilisés dans l'établissement principal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les succursales n'ont pas d'autonomie juridique, n'ont pas leur propre comptabilité, et cette compta est intégrée dans l'établissement principal. Dans un deuxième temps, on a les sociétés filiales qui, elles, sont des sociétés qui ont leur propre autonomie juridique, qui ont leur propre comptabilité et que l'on peut apparenter, par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner sur les écoles, à une autre école du même groupe. Par exemple, vous avez les écoles ESG avec l'ESG Finance et l'ESG RH, ou l'ESG Sport, ou l'ESG XYZ. Donc, on voit qu'on a en fait plusieurs sociétés et qui sont donc des filiales qui sont détenues par une société principale. Alors, ces filiales qui ont leur propre autonomie auront aussi leur propre comptabilité et leur propre imposition. Ainsi, les opérations réalisées par les sociétés filiales sont indépendantes de la société mère et n'auront pas, ou peu en tout cas, d'impact sur la fiscalité de la société mère. Ainsi, on arrive à la dernière partie qui est la détermination du résultat fiscal depuis le résultat comptable. Je vous rappelle que les bénéfices qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés sont
établi d'après les règles qui sont fixées par les bénéfices industriels et commerciaux, sous réserve des dispositions spécifiques que nous allons apprendre dans les chapitres suivants. En effet, à l'IS, vous allez avoir des mesures incitatives qui vont être enclenchées par le gouvernement ou le législateur afin d'inciter les investissements dans tel ou tel secteur, ce qui crée donc des divergences entre les sociétés qui sont soumises à l'IR et celles qui sont soumises à l'IS. Ici, c'est un outil de pilotage de la vie économique et ça permet finalement d'avoir un impact sur l'économie nationale. À l'IS, on parle d'une période d'imposition par exercice. Donc, en général, vous, à l'examen, on parlera du 1er janvier au 31 décembre. Donc, à chaque fin d'exercice social, on devra présenter un résultat pour se faire imposer. Le résultat fiscal est obtenu comme on l'a étudié pour les bénéfices industriels et commerciaux, depuis la formule suivante, en faisant le résultat comptable auquel on va effectuer des réintégrations, des REC, qui vont correspondre soit à des charges non déductibles, donc ce sont des charges qu'on a comptabilisées, mais qui ne sont pas déductibles de par une règle fiscale, et donc on va réintégrer, qu'on rajoutera au résultat comptable, puisqu'ils ont déjà été enlevés initialement dans le résultat comptable, ou correspondront à des produits imposables non comptabilisés. Un produit que nous avons oublié de comptabiliser et qui devrait être comptabilisé, ou qui, par exemple, avec les filiales ou succursales que nous avons vues, doit être intégré dans le résultat, eh bien, on l'ajoutera, on le réintégrera extra-comptablement, et c'est pour ça qu'on fera une REC. On retirera via les déductions, les DEC, les produits non imposables. Donc, ce sont des produits qui ont été comptabilisés mais qui ne sont pas imposés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, on fera une déduction ou qui correspondront à des charges déductibles non comptabilisées. Donc, une charge qu'on aurait omis de comptabiliser ou qui n'était pas intégrée finalement au résultat comptable. En faisant donc résultat comptable plus REC moins DEC, eh bien, on obtiendra le résultat fiscal. Et c'est ce résultat fiscal qu'on soumettra à l'impôt à l'IS.